Vendredi 15 mai 2015, dans le titre de l'actualité de ce 19h30, demain samedi consacre l'entrée officielle en fonction des députés de la 7e législature. Vous suivrez l'ambiance à l'Assemblée nationale à quelques heures de cette cérémonie solennelle. Au quartier Yanikodi, dans le 12e arrondissement, les populations sont mécontentes et elles l'ont fait savoir ce matin à l'origine de la destruction ordonnée par le chef d'arrondissement d'un pont de fortune érigé. Soulé à la baie tient à la réalisation de certaines infrastructures au profit de sa commune. Le maire de Parakou est descendu sur le terrain en ce milieu de semaine et a visité une douzaine de sites. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, le Bénin pleure la disparition de l'un de ses enfants, Jean Plia, écrivain béninois, né en 1931 à Djougou au Bénin. Il était professeur d'histoire-géographie. Députés. Ce n'est qu'après ça que la phase protocolaire va commencer. Certainement, la présidente doyen d'âge va s'adresser à ses collègues par une allocution, ça dépend. Voilà comment ça se passe concrètement. Après la cérémonie d'installation, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prescrit aux députés l'élection du bureau. L'autre étape, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu, les députés peuvent décider autrement. L'autre étape, ce serait l'élection du président de l'Assemblée nationale et des autres membres du bureau. La loi ne dit pas forcément que c'est le même jour, mais s'il est de l'intérêt des députés, ou s'il décide d'installer le bureau le même jour, il est libre leur donner de le faire. Mais comme nous pouvons également décider d'une autre séance pour pouvoir procéder à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale et de son président. Les demandes au poste de président sont déposées pratiquement une heure avant l'ouverture du scrutin.
De même, les procurations sont déposées au niveau de la doyenne d'âge. Donc le président sortant n'a plus rien à voir du point de vue de l'organisation des élections. C'est le bureau d'âge qui manage tout ça jusqu'à la fin. Qui doit voter? Naturellement, c'est les 83 députés. Mais un député peut ne pas être là. Un député qui est en voyage, un député qui est malade, doit pouvoir donner procuration. C'est l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit le cas de délégation. On délègue ses pouvoirs à quelqu'un. Alors, c'est la loi donc qui a prévu la possibilité pour un député de demander à quelqu'un d'autre d'agir en sa place. L'opinion qui consiste à dire qu'aucun député ne peut donner procuration pour diverses raisons, qu'on a vu comment ça se passe, je dis, je m'inscris en faux en disant que la loi, que ce soit la Constitution, que ce soit le règlement intérieur de l'Assemblée, a prévu la possibilité de donner procuration à un député. Mais procuration par député. Bon, ça pose peut-être un autre problème, mais nous ne pouvons pas évacuer la question parce qu'on peut très bien être malade ce jour-là. On peut être en mission, on peut avoir divers empêchements. Dès lors que la loi a prévu, nous sommes obligés de l'appliquer. Les jeux sont donc ouverts pour les différentes chapelles politiques. L'ONG Droit de l'Homme, Paix et Développement, l'AROG DHPD, a organisé le vendredi 15 mai à l'Institut de formation sociale, économique et sociale un atelier de renforcement des capacités d'acteurs ciblés sur le code électoral. Une manière pour le DHPD de renforcer donc les capacités de ces acteurs-là, de ses participants, sur le processus électoral et les comportements et attitudes à avoir en période électorale. À ce moment. Qu'il soit électeur ou non, candidat ou pas, le citoyen doit pouvoir connaître ou comprendre ses droits et devoirs en période électorale, selon l'ONG Droits de l'Homme, Paix et Développement. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé le vendredi 15 mai à l'Institut de formation sociale, économique et civique à Cotonou, un atelier de renforcement des capacités d'acteurs intervenant dans le processus électoral. Les participants, issus de partis ou alliances de partis politiques, d'organisations non gouvernementales, ont été entretenus sur les innovations contenues dans le code électoral et ses dispositions. C'est tout le code qui doit être connu et approprié par le citoyen et toutes les couches de la société. Il faut désormais éviter que le code électoral soit le bréviaire réservé à la seule classe politique et affiliée. Il est important de mettre le citoyen au cœur du processus électoral. DHPD leur a donné ainsi l'opportunité d'avoir une maîtrise parfaite du cadre juridique et institutionnel régissant les élections au Bénin. Il s'agit plus spécifiquement de travailler à la mise en exergue des droits et des connaissances contenues dans le code électoral béninois d'une part et d'œuvrer à l'appropriation du code électoral par les citoyens électeurs d'autre part. Les participants ont été amenés à tirer les leçons de l'application du code électoral aux dernières législatives. Ils ont identifié des attitudes citoyennes pour des élections transparentes, équitables et sans violence. Le ballet des personnalités se poursuit au siège du parti Restaurer l'Espoir. Cela participe du soutien que les leaders politiques témoignent à l'honorable Candide Azanaï, victime il y a quelques jours d'une tentative d'arrestation. Et c'est le maire de Ouidah, Séverin Adjovi, qui est la dernière personnalité aux côtés de Candide Azanaï. Plus d'une heure de discussion avec à la fin ces propos que nous avons recueillis pour vous. Je suis venu aussi lui dire que il n'a pas seulement le soutien de nous autres hommes politiques, parce que parfois nous sommes des hypocrites. Il a le soutien de la population, parce que quelqu'un qui est brimé l'a soutenu. Et le chef de l'État, le président Yahi Boni, nous continuons à appeler le chef de l'État, le président Yahi Boni, doit mettre de l'eau dans son vin. Je lui ai dit de terminer sa vie politique comme Mandela. Il n'a pas voulu le faire et continue à poser des actes graves. Ce que nous lui demandons, c'est de terminer comme Mandela. Mais pour les communales, ça fait déjà 7 ans. 7 ans, au lieu de 5 ans, on a fait 7 ans, on est dans le poste dans la 8e année. Ce n'est pas normal qu'on reporte encore les élections. Moi, je ne suis pas pour. Il a souhaité une visite et pour d'abord
avoir les détails, apprécier, parce qu'il a occupé de votre fonction ici en matière de défense. Donc c'est de quoi nous parlons. Nous avons déploré cette situation qui est une violation flagrante de la loi, qui est une tentative d'enlèvement. Au-delà de ça, à des occasions de ce genre, on a fait le tour de l'actualité politique nationale et internationale. Et si je concerne le pays, on a déploré le nouveau concept de pillage des ressources nationales, qui est le concept de la volatilisation des ressources. Donc c'est bizarre que notre vocabulaire de la corruption et de la malgouvernance s'enrichit d'un nouveau concept, la volatilisation. Et puis enfin, ceux qui sont en train d'être persécutés, tourmentés, traumatisés en brigade, j'aurais été très calme, très serein. Je dis comme à mon habitude, il ne faut pas faire des appréciations de mauvais calcul, il faut que immédiatement les gens soient libérés. Je le dis en souriant, mais si les gens ne sont pas immédiatement libérés, et leur patience, je ne pourrai plus contenir. Et si... Les populations de Yémi-Kodji dans le 12e arrondissement de Cotonou sont mécontentes et elles l'ont manifesté ce matin. À l'origine, un gros engin qui aurait été envoyé par le chef d'arrondissement pour détruire un pont de fortune érigé à base de bosse grâce à l'aide de Gilbert Kakbo-Kempe, un habitant de la zone. Conséquence, la voie est pratiquement coupée en deux et circuler est devenu très difficile. Le constat. Yémi-Kodji dans le 12e arrondissement de Cotonou. Les populations éprouvent de réelles difficultés en saison de pluie. Habitations inondées, des voies quasi inexistantes et la mobilité devient un casse-tête, aussi bien pour les élèves que pour les femmes qui doivent se rendre au marché. La localité étant située entre Canavi et Cotonou, la mairie d'Abom et Canavi aurait alors construit il y a 1 an et demi ce DALO. Objectif, soulager plus ou moins les peines des usagers. Seulement, l'ouvrage a été mal fait au dire des populations. Conséquence, l'eau ne circule pas et le problème d'inondation s'est empiré. Fatigués, les populations ont alors sollicité l'aide du conseiller communal et habitant de la zone, Gilbert Kakbo-Kempe. Voilà la souffrance de la population, voulant nous aider, il nous a donné 10 bus. Les bus sont placés. 6 de l'autre côté, 4 de ce côté pour permettre la circulation de l'eau. Il s'est fait que le samedi 9 mai passé, aux environs de 11h45 voire 12h, j'étais dans la cocoterie là, c'est devant moi, on a vu le bulldozer arriver. Qu'est-ce qui va se passer, on ne comprend rien. Voilà qu'à notre arrivée, tout a été détruit. À ma présence sur la lieu, j'ai vu le gendarme retraité arrogant, ce qui me faisait comprendre que c'est le CA Chambris qui a demandé les travaux. La voie se retrouve pratiquement coupée en deux. Difficile pour les piétons et les engins à dos de circuler. Quant aux véhicules, passage interdit. Une femme enceinte serait venue tomber dans l'eau et la commune. Mais je demande maintenant, vous voulez détruire la chose, alors que vous n'êtes pas prêt. L'autre a pris son argent, ses propres fonds pour payer les bus, pour maintenant réparer la voie, et vous maintenant, votre histoire s'est détruite. Ce qui a été fait ici, là, depuis le samedi passé, c'est très grave. Parce que ça fait partie déjà des exigences vitales pour les populations de Yémi-Kodji, Akogbato, Togben et des environs. Voilà, on a dit que c'est le CA même. Les populations de Yémi-Kodji crient au secours et invitent le chef du 12e arrondissement à rétablir la situation, lui qui en réalité est dans le viseur de ces populations mécontentes. Une association touristique a vu le jour à Cotonou ce jeudi à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Il s'agit du consortium touriste par million au Bénin. Il est porté par des acteurs béninois comme étrangers qui interviennent à différents niveaux dans le secteur touristique béninois. Son objectif est de rendre la destination bénévisible et attractive. Benjedor Adjimou. C'est un nouvel outil de promotion transversale du secteur touristique au Bénin. Consortium touriste par million au Bénin, dont les instances chargées de la direction ont été officiellement installées au terme d'une assemblée générale constitutive. Placée sous le signe de l'union de tous les acteurs du secteur touristique, les objectifs de l'association se déclinent comme suit. Améliorer la qualité des services touristiques. Œuvrer à fédérer les ressources des différents acteurs touristiques pour rendre la destination Bénin attractive. Sensibiliser au tourisme intérieur. Accompagner
action ou politique de l'État ou tout autre organisme national ou international de nature à booster le tourisme béninois. Il en ressort des conciliabules qu'un bureau de 9 membres assisté de 5 commissions et de 2 commissaires aux comptes tiendra les rênes du consortium touriste par million au Bénin. L'effort de rassemblement en vue de mettre en relief les richesses touristiques est salué ici par l'autorité de tutelle. Lorsque je constate avec satisfaction que les compagnies aériennes, les agents de voyage, les tours opérateurs décident de collaborer étroitement avec les hôtels, les restaurants et les guides de tourisme, j'ai la ferme conviction que le secteur du tourisme aura un autre visage dans quelques années. C'est pourquoi nous vous exhortons à ne pas faiblir. Et je souhaite que vous puissiez faire la cour à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Je souhaite que ce bureau exécutif se déplace d'hôtel à hôtel, d'agence à agence, se déplace au niveau des gens qui sont capables d'apporter quelque chose. Ne restez pas au niveau central. Sa naissance s'inscrit dans la foulée des réformes d'un secteur touristique béninois agonisant. Pour une affluence effective des visiteurs à la porte du Bénin, le consortium entend rallier toutes les tendances qui participent à l'élévation du patrimoine culturel et touristique béninois. Le maire de la ville de Parakou tient la réalisation de cette infrastructure au profit de sa population. C'est ce qui justifie sa descente sur le terrain de semaine, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs et des membres de l'équipe municipale Soulier Alabé, a visité une dizaine de sites prévus pour accueillir des travaux dans le cadre du projet PORAD. Reportage. L'objectif principal de la présente descente de l'équipe municipale, c'est la visite de terrain dans le cadre du projet d'aménagement urbain d'appui à la décentralisation PORAD. Le maire et sa suite ont parcouru les grandes infrastructures à réaliser, dont les plus importantes sont. Second côté de la voie qui quitte le carrefour Ibamaga pour aller vers l'hôpital CHD Borgo, l'école publique primaire groupe C de Banikani. Et il est prévu la construction d'un module de 3 classes pour renforcer la capacité d'accueil de cette école. Il est également prévu dans l'exécution du projet PORAD la construction d'infrastructures marchandes et sanitaires dans différents quartiers de la ville, tels que ce pont donnant accès au quartier Albarika dans le 1er arrondissement, un pont qui était jusque-là un véritable piège à hommes. Désormais, l'espoir de voir ce pont réhabilité est permis. Aujourd'hui, finir le calvaire des populations de Albarika et Kandabé et finir également les tristes souvenirs que nous avons eu à enregistrer ici même, puisque ce pont a déjà emporté 2 enfants ici pendant qu'ils traversaient pour aller de l'autre côté chercher le savoir dans une école voisine. L'axe université de Parakou, quartier Banikani, marché Rose-Croix dans le 2e arrondissement, a reçu également la visite de la délégation conduite par le maire Soulier Alabé. Il est prévu le pavage de cette voie afin de faciliter la mobilité population riveraine. Le point de chute du périple sera l'axe Parakou-Djigou en construction depuis un moment. Les travaux ont beaucoup évolué, a constaté le maire. Ils sont à l'étape du sol ciment. Après cette étape, il doit pouvoir poursuivre avec l'exécution sur le reste du tronçon depuis le carrefour Côté pour évoluer jusqu'à l'embranchement de l'aéroport international de Touro et ensuite continuer jusqu'à Huawei. Signalons que le projet PORAD est financé par l'État béninois, la Banque mondiale et la mairie de Parakou. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui suisse à la gouvernance locale et à la décentralisation font le bilan du parcours du dit programme. C'était à la faveur de la 3e session ordinaire du comité technique départemental du projet ASGOL. La rencontre a eu lieu à Parakou et présidée par le préfet du Borgou, Aliboro. Reportage. Démarré en juillet 2012, le programme Appui suisse à la gouvernance locale et à la décentralisation ASGOL s'achève le 31 décembre 2015. En attendant la dernière phase entre 2016 et 2019, cette rencontre se tient et vise à dresser un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du dit programme dans le département du Borgou. L'exercice se fait entre les répondants de la coopération suisse au Bénin et les maires des communes bénéficiaires. C'est pour nous un bon rendez-vous ici, pour voir qu'est-ce que nous pouvons ajuster
avant la fin de cette phase. Vous percevez donc toute l'importance de la rencontre de ce jour. Et c'est pourquoi je ne peux m'empêcher de vous inviter à participer activement au débat. Cette session se tient en prélude à la descente des évaluateurs qui viennent sur le terrain pour apprécier les réalisations faites dans le cadre de l'exécution de ce programme. Un programme qui s'articule autour de 4 axes principaux. Et les 4 points en question sont la maîtrise d'ouvrage communal à travers le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. Ensuite, nous avons le secteur de la mobilisation des ressources. Ensuite, nous avons l'aménagement du territoire. Et nous avons le point sur l'intercommunalité. Aujourd'hui, aucune commune, je dis bien aucune, que cela soit au Bénin ou dans le monde entier, ne saurait vivre en vase clos. La coopération sous certains partenaires de taille pour les communes du département du Borgo. Son appui a permis aux élus de rendre visibles leurs actions au cours de leur mandat qui s'achève. Et de la présente séance, les attentes restent très grandes. Nous avons l'obligation aujourd'hui de passer au peigne fin tout ce que nous avons pu faire et voir surtout les ratés pour que la prochaine mandature des conseillers communaux puisse partir sur de bons auspices. Ces élus locaux ont donc le souci de laisser en héritage à leurs successeurs des acquis probants du programme ASGOL. Dans la suite de cette édition, 24 heures nous séparent de la finale de la 7e édition du jeu concours Épée-Noir et le moment est bien propice pour doper le moral des heureux finalistes. La faculté des sciences agronomiques, des sciences cliniques et de gestion de l'Université de Parakou sort déjà ses premiers diplômés en master. Une série de soutenances de thèses se déroule en cette période. Et pour démarrer, l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé en Avoja BNS a organisé un cocktail en l'honneur du directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du PSI. L'initiative entend célébrer le partenariat entre les deux structures et rendre hommage à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la BNS conviés à ce cocktail. Patrice Comlan-Soudébé y était également pour recevoir au nom de sa commune une distinction pour avoir facilité l'installation de la BNS dans cette commune. Le point avec Virginie Khodayon et Moufid Sabon. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, les ambassadeurs allemands et néerlandais, les représentants d'organisations internationales et tout le conseil d'administration de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, étaient présents à ce cocktail organisé en l'honneur de Moussa Abor, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de PSI en visite au Bénin. À l'occasion, la présidente du conseil d'administration de l'ABMS a présenté le plan stratégique 2015-2019 de l'association, axé sur la pertinence, l'échelle et la valeur. Il s'agit pour augmenter la pertinence de s'adresser, de travailler sur les maladies qui sont des préoccupations et donc adresser les questions relatives à la charge de morbidité et à la charge de mortalité. Le deuxième élément, c'est échelle. Il s'agit pour nous de porter nos interventions à échelle afin d'atteindre le plus possible de personnes. Et le troisième élément, c'est la valeur. On s'est dit que si nous n'avons pas un bon rapport coût-efficacité, nous ne serons pas crédibles auprès de nos partenaires. Le premier responsable de la commune d'Abomey-Calavi a été spécialement invité à ce cocktail pour recevoir une distinction. La parcelle qui va abriter le siège de l'ABMS est en effet un don du maire Patrice Oussou-Guédé. Je pense que nous n'avons aucun mérite quand nous savons que les partenaires que vous avez cités tout à l'heure, c'est avec l'argent du contribuable de leur pays qui nous envoie pour nous aider. Et qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Notre remerciement, c'est d'abord aux partenaires au développement et à vous-même, membres du conseil d'administration de l'ABMS et vous-même la directrice. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste. Et si nous pouvons faire davantage, on est prêt à recommencer. Merci.
L'Institut national de promotion de la femme a procédé 8 mai dernier à la remise officielle du prix lauréate du concours littéraire qu'il a initié avec Adélaïde Fassino, une écrivaine béninoise. Le concours vise à intéresser les jeunes filles à la littérature et surtout à une réflexion sur les problèmes qui entravent leur épanouissement dans la société africaine en général et béninoise en particulier. Le commentaire est signé Bergedor Radio. L'épanouissement de la femme dans la société est un parcours de longue haleine. C'est pourquoi l'Institut national pour la promotion de la femme a choisi d'accompagner l'écrivaine Adélaïde Fassinou pour éveiller chez les élèves filles, au travers d'un concours littéraire, l'esprit intellectuel. L'initiative devrait permettre aux jeunes filles de s'ouvrir au monde extérieur. C'est pour nous d'enclencher des actions en direction des jeunes filles, pour les amener petit à petit à s'intéresser à la chose publique, à s'intéresser à leur environnement, à oser prendre la parole, à être plus dégourdis, si je peux dire, à ne s'occuper que de leurs études. Les impressions, c'est que je suis très fière du fait que j'ai pu avoir cette grande place donnée et j'exhorte tous mes camarades à faire le même que moi pour que l'initiative puisse se renouveler. 10 lauréates ont été sélectionnées dans les lycées et collèges de tous les départements du Bénin. Elles ont été récompensées avec divers lots, dont un ordinateur portatif et des dictionnaires. L'exercice qui leur a été soumis se résume à une réflexion circonstanciée sur la citation, je cite, « Si Dieu était une femme, le monde aurait un autre visage ». Fin de citation. Parce que nous voyons bien ce que les hommes font de notre monde. Alors nous rêvons à un monde dirigé par les femmes où la vie serait plus facile, surtout pour nous les femmes. Donc, non, c'est par rapport aux notes qu'elles ont obtenues que nous les avons sélectionnées. Nous avons constaté que les départements du Nord à eux seuls ont raflé déjà la moitié des prix. Donc il a fallu trouver des lauréats dans les autres départements aussi. Le concours littéraire qui est à sa première édition est soutenu par l'ambassade de la France au Bénin et il fait partie des activités prévues par l'INPF dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les finalistes de la 7e édition du jeu concours Épelle-moi sont à 24 heures de la finale et c'est justement le moment choisi par le promoteur pour leur doper le moral. Les enfants visités dans la matinée de ce vendredi le showroom de la société Le Bagnol, mais ils ont suivi une formation sur le développement personnel. L'initiative vise à les mettre dans de meilleures conditions pour affronter les épreuves de la finale. Le moment fort de cette journée dans ce public reportage signé Virgile Achobayon. Encore un peu plus de 24 heures et ça aura terminé pour la 7e édition du jeu concours Épelle-moi. Mais avant le moment fatidique, les finalistes reçoivent ici une formation sur le développement personnel. La thématique cadre bien avec l'esprit du jeu concours qui est de développer l'intelligence de l'enfant en lui donnant le goût de l'excellence acquise au bout de l'effort. Vous faites un travail sur l'intelligence, vous développez l'intelligence des enfants. Ça veut dire que vous ramenez les enfants vers Dieu. Or, quand tu es avec Dieu, tu as tout. Donc c'est un travail colossal que vous êtes en train de faire. Vous apportez la lumière pour que ces enfants-là puissent faire un véritable choix. Donc vous êtes à féliciter. Le formateur est autant impressionné par l'originalité de l'idée du promoteur de ce jeu concours que par le génie des enfants qui s'apprécient aisément à la lueur de leur réaction. En voyant leur réaction, c'est des enfants déjà effectivement, ils méritent la finale. Parce qu'on voit que c'est des enfants éveillés. La façon dont ils réagissent, ça montre que vraiment vous faites un beau travail. Avec ce réarmement moral, les enfants peuvent maintenant aborder la finale en toute sérénité. La formation leur a permis de découvrir beaucoup de choses. À l'issue de cette formation, j'ai gagné beaucoup. J'ai appris que les menteurs sont toujours des malchanceux, que dans la vie, il faut être toujours positif. Et il faut être respectueux avec les gens de l'entourage. Il faut toujours penser positif dans la vie. Et lorsqu'on pense trop souvent à quelque chose de négatif, la chose prend et se concrétise. Après les choses sérieuses, place maintenant à la détente. Accompagnés de leurs encadreurs, ces enfants venus de tous les départements du Bénin ont effectué une expédition sur le showroom de la société Les Bagnol. Ici, ils ont découvert les plus belles voitures qu'ils n'ont encore jamais vues
ce qui leur a permis d'entretenir davantage leurs rêves. Je suis très ravie d'avoir visité les showrooms de les bagnoles. La voiture qui m'a le plus plu, c'est les limousines parce qu'elle est spacieuse, elle est confortable, bien. Ça m'a. J'espère que dans l'avenir je l'aurai. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est la BMW. Ce sont les BMW. Ce sont des voitures vraiment luxueuses, très très chic. Et c'est tout simplement mortel de voir des voitures comme ça. Et ça me pousse à beaucoup travailler pour pouvoir en acheter dans l'avenir. Ce qui m'a plus marqué là, ce sont les gros camions qu'on a visités, les gros bus et surtout les voitures de Mascania. Vraiment c'est de la classe. Je vous assure, ça m'a vraiment motivé à travailler. Et dans l'avenir, je suis sûre d'en acheter. Les ambitions de ces enfants sont visiblement au-dessus de la norme, mais on ne va pas leur en vouloir pour tout le talent dont ils ont fait montre depuis les phases sélectives jusqu'à la finale. Il ne reste donc qu'à leur souhaiter bonne chance. Épelle-moi. La première promotion des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou soumet à l'appréciation des jurys le fruit de ses recherches, c'est à travers la série de soutenances de mémoire pour l'obtention du master. Le lancement des travaux de soutenance a eu lieu jeudi en présence des autorités rectorales, des canals ainsi que des étudiants. Reportage de Mobachiro Akapo à Oubakar Doko. Là, devant vous, ceux qui ont rempli les conditions pour aller à l'assaut de la dernière unité d'enseignement qui est la soutenance de mémoire en master. Au total, 64 étudiants de la première promotion de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou vont à l'assaut du master, le diplôme de grade 2. Des années après la licence, ils ont pris le temps d'approfondir leurs connaissances en sciences de gestion et viennent livrer aujourd'hui le fruit de leurs différentes recherches dans plusieurs spécialités. Nous avons 6 spécialités ou options: négociation internationale et politique commerciale, banque et marché financier, économie et gestion du développement local, entrepreneuriat et création d'activités, gestion des projets, marketing et communication d'entreprise. L'appréciation de la qualité des travaux de recherche de ces étudiants se fera par d'éminents professeurs ayant capitalisé déjà des années d'expérience dans le domaine des sciences de gestion. Donnant le top des soutenances, le vice-recteur chargé des affaires académiques va s'adresser aux récipiendaires en ces termes. C'est la dernière épreuve qui va marquer la fin de votre formation. Vous avez choisi votre sujet, vous le maîtrisez, vous l'avez traité. C'est l'occasion de montrer aux différents évaluateurs de vos différents jurys que vous êtes digne d'être appelé maître, digne d'être appelé expert et digne d'être appelé spécialiste d'un domaine particulier. Ouvert en 2013, le programme du système LMD s'est déroulé sans grande difficulté à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou et la sortie de cette promotion du master est perçue comme étant le couronnement des efforts des enseignants et autorités de cette entité de formation. Les acteurs de l'éducation du Borgou et de la Liborie veulent s'assurer un bon résultat au CEP 2015. C'est ce qui justifie l'organisation de l'examen blanc départemental démarré depuis ce lundi. Le constat du déroulement avec Camirou Manda. Ces évaluations sont l'acte 2 des préparatifs de l'examen donnant droit au premier diplôme scolaire au niveau des départements du Borgou et de la Liborie. Un examen blanc avant la date du 2 juillet pour apprêter ces jeunes enfants à affronter les épreuves auxquelles ils seront soumis. Qu'ils puissent bien remplir d'abord les copies, les feuilles d'examen et qu'ils puissent travailler dans le temps. Deuxièmement, on va évaluer leurs prestations, leur production, apprécier leurs compétences. Que ce soit ici au centre de Banikani 1 ou au centre de Sidangoro, les compositions ont démarré à 8 heures précises avec l'épreuve de la compréhension de l'écrit. Aucune difficulté majeure n'a été enregistrée, mis à part quelques cas d'absence. Absent,
nous avons garçons 8, filles 2, et puis total 10. Nous n'avons pas du tout enregistré les cas d'abandon. Il n'y a pas de difficulté majeure à part au départ. Il y a certains enfants qui ne reconnaissaient pas le numéro, puisque les numéros ont changé. Le sujet de cette première discipline porte sur une lettre administrative adressée au chef quartier, une épreuve jugée abordable par ses candidats. Je lui ai dit que la pollution de l'environnement n'est pas bonne, que de ne pas jeter les ordures dans la rue et de ne pas verser les eaux suées dans les camions. Et il a dit au chef quartier que ce n'est pas bon que talonner les taux de les gens lorsque leur mandat est fini. Après les résultats catastrophiques enregistrés par le Borgou au certificat d'études primaires édition 2014, l'année 2015 sonne donc comme une année de défi pour les différents acteurs de l'éducation intervenant dans ce département. Par rapport au petit temps qui reste, moi je demande d'abord aux enseignants d'être sereins, de continuer par renforcer la connaissance de leurs candidats, de leurs élèves, comme ils ont commencé depuis le début de cette année, qui continuent par renforcer la connaissance pour qu'au finisse, que nous ayons de très bons résultats dans les départements du Borgou. Lundi 1er juin, les candidats à l'examen du certificat d'études première CEP 2015 vont plancher à moins de 3 semaines de cette évaluation qui leur ouvre les portes des lycées et collèges. Les candidats des différentes écoles de Natitengu passent en revue les leçons reçues. Voici le constat fait par Alassane Aruna et Christelle Adoblé. Cette situation de classe nous plonge dans l'ambiance des préparatifs de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2015 dans cette classe de CM2A au complexe scolaire Kantaburifa dans le 3e arrondissement de Natitengu. À moins de 21 jours de cette évaluation officielle qui ouvre les portes du secondaire, ces jeunes apprenants assistés de leur encadreur s'adonnent aux révisions des différentes séquences de classe vu qu'ils ont déjà terminé le programme de l'année scolaire en cours. Actuellement, c'est la révision qui prime surtout. Nous faisons l'effort de traiter les épreuves des éditions passées. Quand nous voyons les difficultés qu'ils éprouvent, nous essayons de corriger et les notions en même temps. C'est-à-dire au fur et à mesure que nous voyons des difficultés, nous les relevons et nous montrons ce qu'il faut faire. La plupart des écoliers de cette classe traînent encore quelques lacunes, notamment en mathématiques puis en lecture. À ces lacunes s'ajoute le stress, toute chose que leur encadreur tente de surmonter à sa manière avant le jour J. Les enfants sont stressés. Ils sont stressés au point où on a peur. On a peur du fait que les examens s'approchent de façon imminente. Et là, nous essayons de demander des conseils à nos supérieurs, quitte à leur donner l'assurance qu'il n'y a pas de crainte, puisque c'est leur première fois qu'ils sont en train de se présenter à un examen pareil. Dans le rang de ces écoliers, c'est aussi la veillée d'âme. Conscients de leurs insuffisances, ils entament mettre les bouchées doubles au cours de ces révisions pour ne pas faire piètre figure le jour de l'examen. Je ne m'arrive pas à m'en sortir en mathématiques et en conjugaison. Alors, quand j'ai fini de faire le travail domestique, je prends mon cahier et je lis. À 23 heures, je dors, je me réveille à 5 heures pour réviser encore. Au-delà de ces apprenants et de leurs encadreurs qui doivent faire plus de rigueur au travail en cette veille d'examen, les parents, eux aussi, doivent s'impliquer. Par rapport aux parents, nous attendons un accompagnement de telle sorte que à la maison, qu'ils ne laissent pas les enfants à eux-mêmes, qu'ils ne laissent pas les enfants, qu'ils n'abandonnent pas les enfants, et du coup nous ne comprenions pas. Il y en a qui ont des grands frères qui sont dans des CEG, des parents aussi intellectuels peuvent essayer d'observer les enfants. Signalons qu'avant l'examen du CEP proprement dit, ces apprenants seront soumis dès le lundi prochain à un examen blanc pour leur permettre de se familiariser aux conditions d'examen. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette session de formation. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bonsoir chez vous.